Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Romain Pétel. Salut Romain, comment vas-tu ? Salut Gabriel, très très bien et toi ? Tu es le fondateur de Lead Generator et HubSpot, c'est deux agences partenaires HubSpot avec un focus un peu plus particulier sur l'onboarding, les petits clients avec HubSpot. On va justement parler d'onboarding aujourd'hui, la différence entre l'onboarding HubSpot et l'onboarding partner, et puis cet écosystème très riche chez HubSpot qui est celui des partenaires auquel on appartient tous les deux. Bienvenue dans Les Aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Davichouel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Voilà, cette petite intro, page de pub est faite. On peut parler de notre sujet, l'onboarding, et en quoi cet onboarding est super important. Tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent c'est quoi l'onboarding HubSpot, pourquoi c'est important et pourquoi c'est important de le faire avec un partenaire plutôt qu'avec HubSpot directement. Super question. Pourquoi c'est important en fait ? Parce que par expérience, tu t'aperçois que certains clients en fait qui sont passés par HubSpot directement, alors même des clients d'ailleurs qui n'ont pas eu du tout d'onboarding, par exemple des startups qui eux ne sont pas soumis à onboarding obligatoire. En fait, ils ont pris en main l'outil, que ce soit avec HubSpot du coup ou sans. Et aujourd'hui, ils se posent plein de questions. Ils ont un petit peu pollué leur base de données HubSpot, qui est complètement saccagée, avec plein d'imports, pas de bons réflexes. Ils n'ont pas structuré non plus le modèle de données. Donc les contacts, les entreprises, les transactions, ils n'ont pas créé forcément les bonnes propriétés ou ils ont fait des doublons. Donc ça, c'est un petit peu dans les détails. Mais en gros, en fait, ce qui leur a manqué, c'est de se dire, avant de mettre les mains dans l'outil et dans le cambouis, c'est de se poser 5 minutes autour de la table et de réfléchir ensemble, c'est quoi l'existant en termes de process marketing, enfin de stratégie marketing et de process commerciaux. Comment on peut, s'il y a un existant, répliquer ça dans HubSpot et peut-être surtout l'optimiser avec toi, ta valeur, ton expérience, Gabriel, ou la mienne, sur tout ce qu'on a pu voir en fait en termes d'accompagnement client, même avant qu'on soit partenaire. HubSpot sur c'est quoi les bons réflexes à mettre en place, ce qu'on a vu, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc c'est déjà un petit peu cette feuille de papier à mettre justement sur le papier avec les équipes marketing et commerciales avant de se plonger tout de suite dans l'outil. Je pense que c'est l'erreur principale que font la plupart des gens et l'onboarding HubSpot qui est, je pense, relativement correct quand même, mais light dans le sens où en fait il y a moins de densité, moins d'accompagnement et il n'y a pas tous ces ateliers un petit peu participatifs de brainstorming. Je vais un peu reformuler. Tout d'abord, préciser ce que c'est l'onboarding. L'onboarding, c'est vous avez installé un HubSpot, vous l'avez peut-être intégré avec le reste de votre SI, mais maintenant il faut que vos équipes l'utilisent. Et l'onboarding sert justement à faire cet accompagnement à l'utilisation de l'outil, que ce soit du côté marketing, si vous avez pris le hub marketing, du côté commerce, si vous avez pris le hub sales, ou même du côté service, si vous avez pris le hub service. Et effectivement, ce que tu disais dans la différence entre l'onboarding HubSpot qui est fait par des CSM HubSpot qui déroulent une formation assez packagée, un partenaire va pouvoir, pour un prix souvent équivalent, et même on va en parler un peu plus tout à l'heure, va pouvoir faire quelque chose de plus personnalisé. Personnaliser la compréhension métier, comprendre vos objectifs, et puis après faire cette formation, mais peut-être aller aussi plus loin en termes de paramétrage à votre place, faire des intégrations de données à votre place, des migrations de données à votre place, construire des workflows à votre place, si vous n'avez pas envie de le faire. Donc vous pouvez vraiment construire sur mesure l'accompagnement dont vous avez besoin pour vous lancer, et pas uniquement dérouler une formation, alors qui n'est pas une formation en ligne. Après, vous avez aussi l'HubSpot Academy qui est hyper riche pour faire monter en compétence vos équipes, mais avoir quelque chose de plus sur mesure, parce que nous sommes des sociétés de services. Tout à fait. Là, pour répondre à ta deuxième question, c'est quoi l'onboarding ? Du coup, c'est découpé en 3-4 phases généralement. Donc, il y a une phase de compréhension des besoins, définition des process sur le papier. Une deuxième phase, mise en place d'HubSpot, typiquement avec la configuration technique et la personnalisation du coup aux spécificités métiers du client.
Et puis une troisième phase, gros morceau de formation, où là, en effet, on a une formation peut-être un peu plus personnalisée, et une quatrième phase de suivi. Généralement, c'est un petit peu comme ça que les partenaires opèrent ce fameux onboarding. Et du coup, là, vraiment, la grosse différence, c'est vraiment cet accompagnement personnalisé dans le sens où HubSpot va dérouler quelque chose, comme tu disais, de très packagé et standardisé. Et en plus de ça, ne va pas faire avec le client, va montrer comment le faire. Et je pense que c'est là vraiment la grosse différence, c'est que certains partenaires font la totalité pour le compte du client. Certains partenaires, à des prix aussi plus attractifs, il faut le reconnaître, font avec le client, donc forment aussi en live pour justement dégager des marges de manœuvre au niveau du budget. Tandis que l'onboarding HubSpot, lui, ne fait que montrer en fait comment on fait avec des liens, des ressources, des choses vers l'académie. C'est un petit peu au client entre guillemets, de se débrouiller. Alors, parle-nous un peu de ton offre HelpSpot que tu as vraiment packagée pour les petites boîtes. Ça consiste en quoi? Ouais, en fait, HelpSpot, c'est un petit peu la continuité HelpSpot. Lead Generator, on était sur une agence très conseil, comme 1 minute 30, inbound marketing, outils, et surtout, comme son nom l'indique, c'était la génération de leads. On a adopté un modèle là avec HelpSpot beaucoup plus intégrateur, onboarder, on va dire. L'idée, c'est de proposer en fait des onboarding relativement eux aussi packagés, au même niveau de tarification que ceux qui sont proposés par l'équipe HubSpot, mais avec cet accompagnement personnalisé. Donc, ça reprend les grands items de l'onboarding HubSpot, mais avec plus de temps passé à comprendre le client, plus de temps à mettre les choses sur le papier, plus de temps à montrer comment on fait avec le client et plus de temps derrière en suivi et en personnalisation de lancement de campagne, de process, ce genre de choses. Ouais, pour un peu resituer, tu as parlé d'1 minute 30. Nous, on vient tous les deux d'agences inbound marketing classique avec beaucoup de production de contenu, de génération de lead inbound, etc. On a tous deux évolué vers une dimension plus Martech, SalesTech, avec ce partenariat HubSpot et les 3 hubs d'HubSpot qui sont pas que marketing, mais marketing, vente, service, CMS, operation et bientôt commerce. On a suivi le marché tous les deux, toi dans cette direction d'onboarder, et nous effectivement, tu utilisais le terme intégrateur. Nous, avec une forte dimension intégrateur, avec le reste du SI, avec cette acquisition de l'équipe de Rémi Poulet, avec une forte équipe de développeurs. Et de fait, ça nous positionne chacun sur le marché, avec nous plutôt une logique boîte de plus de 100 personnes, mid-market, corporate chez HubSpot, et toi plutôt une logique small, plus small, ce qui fait que c'est sympa de faire ensemble ce podcast parce qu'on se marche pas directement sur les pieds. Et ça m'amène à la transition du deuxième sujet que je voulais aborder avec toi. Et c'est toi qui m'as fait rentrer dans l'écosystème HubSpot il y a 1 an. Je t'ai écouté, tu m'as mis en relation, etc. Enfin, je connaissais une partie, mais tu as fait le boulot de mise en relation. Je trouve que c'est un écosystème hyper partenarial, coopératif, très sain dans les relations entre partenaires, avec des partenaires qui font appel à d'autres partenaires parce que typiquement certains n'ont pas suffisamment de compétences techniques, donc souvent on est appelé par des partenaires pour faire des intégrations complexes, ce genre de choses. C'est un écosystème qui est sain. C'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Écoute, moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, hein. C'est que pourquoi j'ai rejoint le programme partenaire, il y avait plusieurs raisons, mais l'une des raisons principales, c'est aussi un petit peu tout cet écosystème qui est très vivant en France, en plus. C'est l'un des pays dans le monde en termes d'écosystème HubSpot qui est le plus dynamique. Et je pense que les partenaires jouent vraiment le jeu. C'est très ouvert, c'est-à-dire que, comme tu le disais, nous, on n'a pas forcément de compétences, et c'est voulu, de compétences très techniques, de développement spécifique sur des intégrations spécifiques. On va plutôt aller accompagner des clients sur des intégrations natives de la marketplace HubSpot, puisque c'est des petites entreprises. Demain, si j'ai une entreprise qui est un petit peu à la limite entre petite et moyenne, je peux faire appel à toi et à ton équipe technique pour une intégration spécifique, et on peut faire ce qu'on appelle une alliance de partenaires. Et alors on n'en a pas fait énormément en termes de projets closés,
Mais en tout cas, les partenaires sont très ouverts là-dessus. Et il y a en tout cas une partie des partenaires et ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai rencontré des gens comme Winzana, qui est une grosse boîte de développement voilà, dans le sud de la France, qui sont très ouverts au partenariat. Toi également, qui est très ouvert sur plein d'approches très différentes, qui vont même au-delà du partenariat. Et c'est peut-être le seul endroit, je trouve, où il y a cette voilà, il y a cette écoute et il y a cette collaboration. Moi, ce que je reprochais un petit peu avant que tout ça arrive, ces écosystèmes un peu d'outils, et celui d'UpSpot notamment, c'est que le milieu des agences finalement, et je crois que tu en avais parlé un petit peu quand tu faisais tes podcasts vidéo à l'époque, c'est un milieu très cloisonné en fait. Les patrons d'agences, ils sont vachement isolés, ils sont tout seuls, ils doivent se démerder et en fait ils peuvent pas trop échanger entre pairs. Et moi, c'est ce que je trouverais un petit peu regrettable par le passé, quand on était un peu sur le business model très agence 100% pour le coup. Ouais, non, mais c'est vrai que autour de HubSpot, ils ont réussi à créer une belle communauté d'agences, une belle dynamique. Moi, j'étais ce matin typiquement invité par HubSpot au Web Forum où ils avaient invité les agences un peu grands comptes pour adresser les grands comptes sur place, etc. Ça a été l'occasion de discuter avec d'autres agences partenaires. Je pense à Emicat, je pense à Synolia qui était présente et tout. Et tout ça se fait dans une bonne ambiance coopérative. C'était le cas aussi quand on était à Boston à Inbound. Ouais. Ce qui n'est pas du tout le cas dans d'autres écosystèmes CRM, en particulier on pense à Salesforce, où c'est clair que les agences sont beaucoup plus en compétition, à se mettre des pots de banane, c'est ça. à même être dans une relation pas très saine toujours, y compris avec les commerciaux de Salesforce. Là, quand on travaille ensemble sur un compte avec les commerciaux Salesforce, je pense que tu vis la même chose. Il y a une vraie coopération. On peut adresser le client avec chacun sa casquette, prendre des infos sur les uns et sur les autres, et on est meilleur commercialement, quoi. Ah bah c'est clair. Enfin moi j'ai plutôt un profil marketeur hein, comme toi initialement, donc plutôt très mauvais vendeur. Et dans l'idée, j'ai énormément progressé en compagnie de notre CAM. Donc le CAM, pour ceux qui savent pas, c'est un petit peu le point de contact responsable partenaire chez HubSpot. Donc toi t'en as un, moi j'en ai un, et surtout en compagnie des commerciaux, parce qu'il faut dire ce qui est, les commerciaux de chez HubSpot sont quand même très très bons, très bien formés, très structurés. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup impressionné dans le déroulé des projets. Et en fait, on progresse énormément. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai énormément progressé sur le volet commercial. Ouais, mais c'est vrai que c'est une bonne dynamique et comme tu dis, on n'est plus seul, on travaille en équipe et ça change de ce métier de patron d'agence un peu solitaire. Ouais. Qu'on a pu vivre tous les deux dans nos premières années. Exactement. Sur ce sujet onboarding, relations partenariales, etc., est-ce que tu as des éléments que tu veux rajouter? Sur le sujet onboarding, c'est juste bien insister que ce soit, en tout cas, si c'est passé par HubSpot ou passé par un partenaire, je pense qu'il faut prendre ce sujet onboarding à cœur. Il y a beaucoup de clients en fait qui croient que c'est un petit peu comme je sais pas, un appareil électrique que tu branches à une prise et ça va se passer tout seul. C'est pas du tout le cas. Faut se poser les bonnes questions. On peut pas démarrer tout de suite la configuration d'un logiciel comme ça. C'est vraiment très sous-estimé alors peut-être moins toi à ton niveau parce que les boîtes sont peut-être plus matures sur ces sujets, se posent peut-être un petit peu plus de questions en taille de marché un peu médium et grand compte. Sur des toutes petites structures, bien souvent, ils croient qu'on peut lancer du jour au lendemain les choses. Donc, je pense qu'il faut se donner le temps. Là, tu vois, on est en plein dans un onboarding d'une belle startup qui reste une PME, mais qui est très intéressante. Et j'insiste beaucoup sur ça. Ok, on a un défi de lancer le logiciel et de former tout le monde à J plus X. Souvent, c'est 90 jours pour que tout le monde soit opérationnel et tout le monde soit formé. Mais
faut prendre le temps de ces premières phases. C'est hyper important. Sinon, en fait, on fait des erreurs et après, il faut revenir en arrière sur des choses qui ont été faites. On passe 2 fois plus de temps, quoi. Alors là-dessus, le côté onboarding sur des comptes un peu plus gros, il passe assez naturellement. C'est pas trop un enjeu de conviction. C'est pas toujours fait avec suffisamment l'importance qui est accordée n'est pas toujours suffisante. Ouais. Mais moi, le truc sur lequel j'insiste, c'est vraiment que, et c'est un peu le sujet de ce podcast aussi, c'est que le CRM est une aventure qui continue. Donc on fait une première intégration. On est onboardé, on apprend à l'utiliser, mais derrière on peut se perfectionner, rajouter de nouvelles intégrations, rajouter de nouveaux hubs, etc. Et c'est en cela une boucle infinie. Et on va toujours l'enrichir, ajouter plus de données, l'intégrer plus, mettre plus de workflow. Et c'est dans ce travail d'enrichissement en continu, d'utilisation de toujours plus fine des automatisations, du mix entre l'humain et l'automatisation, etc. Et donc idéalement, s'il y a les moyens, avec un accompagnement un peu en continu pour se perfectionner, pour être challengé, pour intégrer de nouvelles données, etc., on va avoir l'utilisation optimum et maximale du CRM et qu'on va pouvoir aussi se différencier par l'utilisation du CRM, parce que c'est ça l'objectif pour moi, c'est vraiment d'être capable d'offrir des super expériences clients, de réduire les coûts et puis d'apporter beaucoup de valeur et de se différencier comme ça et de s'inscrire dans un horizon à 5 ans, 10 ans qui, malgré tous les changements du marketing, nous permettent d'être encore vivants. Alors, je conclus avec notre question finale et systématique de ce podcast. Quelle est la prochaine étape de ton aventure HubSpot ? Alors, est-ce que ça va être de mettre de nouveaux workflows, de nouveaux hubs, de nouvelles intégrations ou faire évoluer ton offre ? C'est quoi la prochaine étape pour toi ? Alors nous, pour les prochaines étapes, il y en a plusieurs. Il y en a un qui est un petit peu gratifiant, c'est qu'on va reprendre notre statut de Platinum. Donc ça, je suis très content. On avait très vite grimpé en Gold et puis Platinum. Puis après, on a connu une fin d'année dernière qui était un peu plus compliquée que les autres. Donc on avait redégringolé un petit peu au statut Gold et puis là on reprend le statut Platinum. Donc ça, pour resituer ceux qui connaissent pas, c'est différents statuts qui permettent de montrer un petit peu l'activité du partenaire. Et nous, puis on est Diamond aujourd'hui, on se bat pour être élite, mais c'est un long chemin. Il y a des gros gaps entre les. Ouais, il y a des gros gaps. Donc, je suis très content de ça. La prochaine étape, c'est de faire évoluer aussi l'offre HelpSpot avec, notamment peut-être dans l'opérationnel, avec une meilleure gestion de projet. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure, la dernière fois qu'on avait préparé un petit peu ce podcast ensemble. Il y a un facteur clé de succès aussi dans les onboarding, c'est la gestion de projet. Parfois, il y a, comme tu disais, une importance qui est un petit peu dégradée côté client, mais il y a aussi de notre côté, on peut pas être toujours au four, au moulin et aussi donner une visualisation hyper précise au client de ce qui se passe. Je pense que là-dessus, on doit aussi pas mal progresser. Donc ça, c'est un petit peu du off, mais du back office, mais c'est quelque chose sur lequel on doit progresser fortement. Ouais, puis, l'amélioration continue, elle s'applique à l'usage du CRM, mais elle s'applique aussi au process interne d'une agence, d'un partenaire, etc. C'est un état d'esprit permanent d'ailleurs. Ouais, c'est clair. En fait, ce qu'il y a de bien avec ce logiciel, c'est que en fait, tu ne peux pas être le cordonnier le plus mal chaussé. C'est pas possible en fait. Sinon, tu n'es pas capable d'accompagner tes clients. Et le dernier point rapide, c'est que il y a aussi les fameuses accréditations du partenariat HubSpot. On en avait parlé un petit peu ensemble. Il y a quand même celle de l'onboarding qui nous intéresse. Donc une accréditation, en 2 mots, c'est quoi ? C'est ce qui permet en fait de reconnaître un partenaire, sa capacité à faire des onboarding peut-être un peu plus poussés. Il y en a aussi pour les intégrations qui vous concerneront plus toi et ton équipe, je pense. Super, on se tiendra au courant sur les résultats des accréditations. Exactement. Voilà, cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris sur la différence entre
comment on fait un bon onboarding, comment un onboarding partner apporte une valeur ajoutée un peu différente de celle de l'onboarding HubSpot, sur cet écosystème de partenaires chez HubSpot qui est aussi très vivant. Et si, comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30 ou contactez Romain chez HubSpot. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Merci beaucoup Romain, à bientôt. Salut. Merci, bonne journée.